Le talk Orange de Figaro, question Judith Vintraube, réponse Pascal Cherki. Pascal Cherki, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. Je vais commencer par 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Avez-vous subi des pressions pour voter le traité européen? Oui, puis non. L'effort fiscal demandé aux Français est-il équitablement réparti? Oui. Une dérogation à l'interdiction du cumul des mandats doit être accordée aux maires d'arrondissement. Je rappelle que vous êtes maire du 14e arrondissement parisien. On verra dans la loi qui sera débattue. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Oui ou non? Je sais pas, j'attends de voir la loi. C'est un sujet complexe, on en reparlera si vous voulez. Jean-Luc Mélenchon est-il utile au gouvernement? Pas dans cette forme actuelle. Il est inutilement agressif envers le Premier ministre. À la question sur les pressions que vous auriez subies pour voter le traité européen, vous m'avez dit oui, puis non. Vous pouvez expliquer? Quand au début j'ai annoncé que je voulais voter non, on m'a dit non, ça se fait pas, il faut être solidaire, il y a une discipline de groupe et autres. Puis quand j'ai expliqué que de toutes les manières je voterais non, on a arrêté d'essayer de me convaincre. Comme par magie? Non, pas comme par magie, comme par raison. Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, s'est exprimé plus largement sur les prévisions de croissance qui fondaient ce budget, et notamment en réponse à Harlem Désir, qui avait l'air de douter que ce soit atteignable. Je vous propose d'écouter Jérôme Cahuzac. Il a tort de douter quant à la croissance, car je pense que la croissance que nous espérons pour 2013 sera bien celle-là. Et surtout, il ne doit pas oublier, personne ne doit oublier, que si la France ne respecte pas sa parole, c'est-à-dire n'atteint pas cet objectif de 3% de déficit public l'année prochaine, alors la signature de la France sera dévalorisée. 1 point d'intérêt en plus quand notre État emprunte, c'est 1,5 milliard de plus d'intérêt la première année, c'est 3 la deuxième année, c'est 15 milliards 10 ans plus tard. Alors 2 questions, la croissance, qui a raison, Jérôme Cahuzac ou Harlem Désir? Alors déjà, on est au cœur du sujet. Je voudrais dire que Jérôme Cahuzac fait un travail qui n'est pas simple, et il le fait bien. Et c'est un excellent ministre du budget. Ça, c'est pour les amabilités, on Non, parce que je le pense franchement pour le Mmh. côtoyer comme membre de la Commission des Finances. Après, on est dans un débat. Bon, beaucoup d'économistes aujourd'hui doutent du fait que la croissance en France et en Europe sera au niveau annoncé. Donc il est normal que le premier secrétaire du Parti Socialiste attire l'attention sur les conséquences qu'il pourrait y avoir si jamais la croissance s'affaissait. C'est un débat qui est ouvert et qui est dans la tête de beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin et dire que de toute façon, on n'atteindra pas ces 3%? Non, mais je comprends, moi, la position du gouvernement qui consiste à dire aujourd'hui on emprunte à des taux très bas. Donc si on dit au marché que de toutes les manières on ne va pas respecter nos engagements, les taux vont remonter, ça va nous coûter plus cher. Donc on ne peut pas le dire. C'est une position qui est cohérente. Bon, en même temps, moi je ne suis pas membre du gouvernement, Harlem Désir est premier secrétaire du Parti Socialiste, le débat politique ne se résume pas en un tête-à-tête entre le gouvernement et les marchés. Ouais. Parce qu'il faut faire bouger les lignes. La question qui est posée derrière cela, le vrai débat qui est posé, c'est: est-ce que nous pouvons créer les conditions d'éviter l'affaissement de la zone euro et l'entrée de la zone euro dans la récession? Parce que si la zone euro rentre en récession, alors à ce moment-là, on va rentrer dans une spirale qui va être mortifère. Regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe en Italie. À partir du moment où vous demandez un effort budgétaire trop important au pays, vous entraînez une spirale qui est contraction du PIB, donc moins de recettes fiscales, incapacité à tenir les déficits, et donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Réaction des marchés qui augmente les taux. C'est de cette situation infernale dont il faut sortir aujourd'hui. Mais finalement, vous dites, moi je suis député socialiste, Harlem Désir est patron du parti. Le fait que votre courant ait accepté de signer la motion majoritaire pour le Congrès a pour conséquence que ce débat européen n'aura pas lieu au parti. Est-ce que c'est bien logique? Pourquoi vous dites ça, Madame Weitraub? Parce qu'apparemment, toute allusion au traité a été supprimée de la motion. Non mais le débat sur le traité s'arrête le 9 octobre. Le 9 octobre, on vote. Bon, moi je voterai non, vous aurez un certain nombre de députés qui voteront non. Vous voterez non et vous voterez oui à la loi organique et au budget? Bien sûr. Quelle est la logique de cette démarche? La logique est simple, elle est double. Je me bats contre le traité. Si le traité est adopté, il s'impose à nous dans l'ordre juridique. La loi organique n'est que la déclinaison du traité qui aura été adopté. En plus, ça se fait sous la base d'une loi organique, c'est-à-dire si on veut le faire plus tard, on pourra le défaire par une majorité simple au Parlement. Deuxième élément, quand vous êtes dans une majorité, ce qui est mon cas, et j'y suis pleinement comme député socialiste, vous votez les lois budgétaires et les lois de financement de la sécurité sociale. C'est la ligne jaune à ne jamais franchir. Donc en fait, vous admettez votre défaite, puisque et la loi organique et le budget sont les conséquences logiques de ce qui est contenu dans le traité. C'est pas une défaite. De toute manière, il y a toujours un après.
J'ai fait campagne pour le non en 2005 au traité constitutionnel. Je pensais et je pense toujours qu'il y a un plan B. Il n'y a jamais une seule politique possible. Donc une fois que ce traité aura été adopté, la question est qu'est-ce qu'on fait derrière, voilà. Et moi, j'invite l'ensemble des responsables politiques à se préoccuper un peu moins du vote sur le traité qui est acquis. Bon, et moi, je voterai contre, mais je pense qu'il sera voté largement, et à se préoccuper sur l'avenir. Largement grâce à la gauche seule, ou il faudra des voix droites? Peu importe. Je veux dire, ça n'aura pas de conséquences politiques? Oui, je veux dire, on ne va pas se disputer la garde de l'enfant. Bon, il y en a qui disent c'est le traité Sarkozy, donc on va le défendre, c'est notre traité. Oui, Valéry Giscard d'Estaing l'a encore répété ce matin. Bon. Est-ce qu'il a raison? À partir du moment où le traité n'a pas été renégocié, oui, c'est le même traité que nous condamnions au moment des élections présidentielles. À partir du moment où on lui a adjoint un pacte de croissance, un certain nombre de socialistes disent que la donne a été bouleversée. Voilà, donc moi je ne rentrerai pas dans le débat sur la reconnaissance de paternité légitime par rapport à ce traité. Est-ce que finalement le fait que votre leader, Benoît Hamon, soit membre du gouvernement, n'entrave pas un peu votre liberté d'expression? Mais pas du tout. Dans les institutions de la Ve République, comme dans toutes les institutions, vous avez un gouvernement et vous avez un Parlement. Un ministre est tenu de la solidarité gouvernementale et c'est bien, puisque selon la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Donc des débats peuvent avoir lieu au moment du Conseil des ministres, mais une fois que la décision est prise collectivement par le gouvernement, il est normal que chaque ministre s'en sente solidaire. Après, ils peuvent manifester ou non leur solidarité en s'exprimant, ou parfois en se taisant, mais un ministre n'a pas à émettre une position politique différente. Sauf qu'on a bien vu avec les Verts que le fait que le courant, ou que le parti en l'occurrence d'un ministre, exprime des positions divergentes, met le ministre en question en difficulté. Mais quand vous êtes ministre... Rappelez-vous les malheurs de Cécile Duflot, qui sont récents. Mais ça, c'est une mauvaise querelle qu'on a faite à Madame Duflot. Mais on lui a faite quand même. C'est une mauvaise querelle. Si Cécile Duflot s'était publiquement exprimée contre le traité, alors qu'elle est ministre, et que ce traité avait été délibéré en Conseil des ministres et la décision de le soumettre au vote de l'Assemblée nationale délibérée en Conseil des ministres, je comprendrais qu'on s'étonne. Qu'on s'étonne et qu'on lui demande de partir. Qu'on s'étonne et qu'on dise attention, une position ministérielle doit être une position gouvernementale. Finalement, vous êtes sur la position, la doctrine Chevènement. Doit être défendue collectivement. Le Parlement, c'est autre chose. Je veux dire, moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je soutiens l'action du gouvernement en votant les lois budgétaires et les lois de financement de la sécurité sociale, mais je ne suis pas tenu constitutionnellement à soutenir l'ensemble des délibérations du gouvernement. Et si on ne fait pas ça, Madame Weintraub, on va enquister nos institutions. Parce que le problème des pouvoirs, c'est qu'il faut qu'ils soient équilibrés. S'il y a omnipotence de l'exécutif, s'il n'y a pas de contre-pouvoir législatif, notre démocratie est affaiblie. Une question qui n'a rien à voir sur la mairie de Paris. Anne Hidalgo a-t-elle eu raison de se déclarer candidate plus de 2 ans avant l'échéance? Oui, parce que ça lui laisse... Vous la soutenez? Bien sûr, ça lui laisse... C'est votre candidate? On verra, ça, les socialistes en délibéreront, mais elle a eu raison. Vous, personnellement? Ah oui, bien sûr, oui. Moi, je connais bien Anne, j'ai été 8 ans adjoint au maire de Paris. Je la connais, je connais ses immenses qualités, et je pense qu'elle a raison de vouloir se donner le temps nécessaire pour aller à la rencontre des Parisiens et élaborer un projet. Très bien. Pascal Cherki, je vous remercie. Au revoir et à demain pour un nouveau Tour Orange, Le Figaro.